Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Caire. Comment tu vas, mon bon Caire, pour cette vidéo des news? Bonjour mon cher Greg et bonjour à tous, ravi en effet de vous retrouver. Alors dans cette vidéo news, on va vous parler de Game of Thrones, on va vous parler de Marvel, on va vous parler de Bob Iger, on va vous parler de plein de trucs. Mais j'ai envie de commencer mon cher Greg par l'habituel point pognon, si tu le permets, car il y a eu une surprise dans le box-office. C'est Godzilla et Kong The New Empire qui était estimé aux environs de 50 millions de dollars pour son premier week-end aux États-Unis et qui a fait bien mieux. Il a fait 80 millions de dollars, un tout petit peu moins que Dune 2 pour son premier week-end. Et tu dis que c'est une bonne nouvelle car c'est un film que tu trouves excellent? Alors je l'ai pas encore vu. Mais il a fait alors donc Dune 2 reste, mais je vais aller le voir. Dune 2 reste pour l'instant le plus gros succès de l'année. Godzilla a des critiques qui sont très partagées, mais qui mettent en avant globalement tous le fait que le film envoie la sauce, alors qu'il est bête comme ses pieds, mais qu'il envoie la sauce. Donc peut-être que le public, alors après on peut essayer d'afficher pourquoi ce succès au-dessus des attentes. Alors peut-être que déjà le public avait envie de voir un spectacle bête mais qui envoie la sauce et il y a aussi peut-être un effet Minus One, hein. Vous savez le dernier Godzilla, le japonais, a cartonné aux États-Unis puisqu'il est devenu le deuxième plus gros succès ever pour un film en langue étrangère là-bas, donc c'est quelque chose de monstrueux. Il a eu un Oscar, donc il y a peut-être une hype autour de Godzilla. J'ai un peu de mal à y croire. Il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet Monarch, Legacy of Monsters, la série d'Apple TV, qui était très chouette, mais même il n'y a pas grand monde qui l'a regardé. Après, on peut aussi envisager le fait qu'il y ait une concurrence très faible le week-end où on a Godzilla qui prend la première place. La deuxième place est prise par Ghostbusters, le nouveau, qui a des recettes très faibles, qui est en chute libre, qui a des critiques très mauvaises. Et puis Dune partie 2 qui est en fin de vie, donc voilà, Godzilla qui décolle et qui décolle bien, hein, puisqu'au niveau mondial Godzilla a déjà récupéré plus de 200 millions de dollars. Si on fait un peu le bilan sur l'année pour l'instant 2024 hors film chinois, je le précise à chaque fois parce qu'il y a un film chinois qui est quasiment déjà milliardaire, voire qui est déjà milliardaire, mais qui n'est pas dans le classement. C'est Dune partie 2 qui est en tête avec plus de 600 millions de dollars. Kung Fu Panda 2 est à 351 millions de dollars. Godzilla est donc troisième. Un point quand même, mon cher Greg, sur l'incroyable échec de Ghostbusters. Je pense qu'il faudra en reparler, parce que Ghostbusters c'était vraiment une franchise culte des années 80-90. Et voir qu'un nouveau Ghostbusters sort au cinéma avec une promo extrêmement discrète et un public qui n'est pas du tout présent, il n'y a plus de hype pour Ghostbusters, c'est difficile à comprendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Du côté des gros échecs, on a Madame Web, bien évidemment, on a Argyle, voilà. Et ce que je voulais rajouter, un truc quand même pour conclure ce point box-office, mon cher Greg, sache que Dune, c'est plus d'1 milliard de dollars maintenant de récolter pour les deux films. Kung Fu Panda, c'est plus de 2 milliards aussi. Et alors je sais aussi que la franchise du Monsterverse de Godzilla, avec le succès de Godzilla X Kong là, alors soit il est à 2 ou 3 milliards, vous allez me dire, il se trompe peut-être d'1 milliard, ça n'est pas grave. En tout cas, la franchise marche bien, ce qui fait qu'on peut imaginer qu'il y en aura d'autres après, surtout que le réalisateur de Godzilla X Kong a l'air hyper emballé à l'idée de continuer à nous faire des films bêtes comme ses pieds, mais qui envoient la sauce. Donc voilà, ça aurait dû être le titre du film. Voilà mon cher Greg pour le point pognon, je te laisse faire ta première news, fais-nous rêver. Ma première news, c'est peut-être pas ma news préférée de la semaine, mais malheureusement c'est impossible de ne pas en parler. C'est l'arrivée, en tout cas l'arrivée, on va dire, avec des images pour la première fois pour le grand public, de la version vidéo de ChatGPT. Je parle de Sora. Alors Sora, on vous en avait parlé dans les news il y a des mois, et oui, en fait il y avait un gros investissement. Il y avait des gros studios qui allaient être créés au niveau d'Atlanta. Il y avait 800 millions d'euros, 800 millions de dollars. Il ne faut pas confondre les billets verts avec les nôtres. 800 millions de dollars d'investissement pour créer des nouveaux studios qui avaient été frisés, complètement gelés et
puis annulé suite à à la démonstration de OpenAI de ces outils à ce studio. Et du coup, le studio avait dit que ça allait être un changement cataclysmique, beaucoup de jobs allaient disparaître, qu'il n'y aurait pas besoin d'autant de studios qu'aujourd'hui, et qu'il était donc vraiment une très mauvaise idée d'investir ces 800 millions de dollars. Ça, c'était il y a quelque chose comme 6 à 7 mois. Et ça y est, nous pouvons voir sur le blog d'OpenAI du coup des images de Sora. Alors, c'est très astucieusement montré comme étant un outil pour les créateurs vidéo. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas écrit genre c'est ici que nous allons récupérer le job des gens qui font la vidéo. Et donc ils ont fait travailler pas mal d'artistes pour faire des clips, pour faire des créations d'images, et c'est complètement ahurissant. C'est vraiment bluffant la qualité à aujourd'hui. Et quand on se dit que dans 1 an ou dans 2 ans, ce sera encore mieux, c'est juste incroyable. Je pense qu'il est très urgent que les élus de tous les pays du monde mettent en place la mention obligatoire de dire ce contenu a été généré entre autres par IA pour que les spectateurs puissent savoir ce qu'ils sont en train de regarder, ne serait-ce que pour les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, on peut vous montrer que des images, donc je vous invite à aller regarder. Ça va effectivement changer plein de choses. Et du coup, la news qui en découle, c'est que OpenAI est en train de rencontrer énormément de studios à Hollywood. C'est Bloomberg qui rapporte cette information. Et du coup, en fait, il y a effectivement eu du coup à la fois les scénaristes et à la fois les acteurs qui ont fait des grèves pour notamment essayer de bloquer l'arrivée de l'IA, mais ce n'est pas le cas de l'intégralité des métiers dans le cinéma. On vous a fait une vidéo il y a quelques années, mais qui est d'encore plus actualité sur du coup l'utilisation des IA pour choisir quels projets vont être lancés ou travaillés pour développement. Et c'est sans doute, ne serait-ce que sur ces eaux-là, que l'IA va arriver. En tout cas, ChatGPT va être présent, et je commence à me demander, honnêtement, si du coup, donc là, la grève des scénaristes, la grève des acteurs qui a été faite, c'est pour un accord qui va durer quelque chose comme 4-5 ans. Je me demande si, en fait, dans 4-5 ans, les outils d'IA ne seront pas prêts, et du coup, les studios n'auront plus besoin, comme aujourd'hui, des scénaristes ou des acteurs, et du coup, il n'y aura même plus de négociations, puisque du coup, ils n'auront plus qu'à embaucher la moitié, un tiers, j'en sais rien, des scénaristes et des acteurs. C'est un cataclysme qui, dans l'univers vidéo, ce qui va nous toucher de plein de manières. Ça va nous toucher là, on parle entre passionnés de cinéma-série, ça va forcément nous toucher sur ça. Alors, ça va nous toucher de quelle manière? Ça va nous toucher, on l'a déjà vu, sur les intros de séries, c'est déjà en train d'arriver. Il y avait Secret Invasion, mais là, il va carrément y avoir des contenus, des séries courtes, l'animation. On se souvient que des personnes de chez DreamWorks avaient annoncé que 80% des coûts dans les prochaines années dans l'animation allaient disparaître. Donc, dans l'intégralité des coûts, on peut supposer qu'il y a du travail qui va disparaître. Donc, au final, ça va être dans plein de choses. Et là où je pense que ça va être le plus compliqué, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube notamment, où il va y avoir une palanquée de contenu dont on ne pourra plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est vraiment, j'utilise le terme cataclysme parce que je pense que ça va être le cas. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous faites des images, des recherches d'images sur Google Images, et une fois j'ai cherché pour un truc avec des copains, j'ai cherché un ours avec de l'argent, et sur Google Images. Donc un truc, je me suis dit, j'ai tombé sur des mèmes de nounours, et en fait assez vite,
je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'images générées dans Google Images qui étaient des images générées par des IA avec des trucs de stock d'images qui vendent des images ou qui ne vendent même plus, qui sont juste en mode venez sur le site, la publicité les paiera. Et en fait, tous ces sites n'existaient pas et ils sont générés par centaines de milliers, j'ai envie de dire, par semaine. Et du coup, ce qu'on voit en photo là déjà depuis quelques temps, ce qu'on voit un petit peu en musique, ceux qui, je sais pas si dans notre réseau de copains, on en a certains qui balancent comme ça des musiques générées par IA. Là, la vidéo, ça va être le cas. Ça va être le cas, ça va être l'arrivée. Vraiment. Alors, c'est pas encore ouvert au public. C'est les annonces, ça va être ouvert au public dans pas très longtemps. Donc voilà, attendez-vous, faites attention aux images que vous regardez, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, la question va être de plus en plus présente. Voilà. Donc OpenAI Sora, qui je pense va être un des points qui va changer le plus vraiment notre consommation de contenu. Et puis, vu le contexte géopolitique, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, vu le contexte géopolitique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de création de contenu qui sera là pour défendre n'importe quelle idée, de n'importe quel sens et pour n'importe quelle raison. Voilà. Donc les studios de cinéma sont dessus. Je pense que il y a des gens, certains partis politiques qui sont dessus, il y a des grosses mannes économiques qui sont dessus. OpenAI c'est énormissime. Voilà. Ouais. C'est inquiétant tout ça, mon cher Greg. Tu parlais d'une vidéo qu'on a fait. On en a fait une pendant la grève des scénaristes et d'Hollywood, et elle est sortie il y a 6 mois sur la chaîne, et vous pouvez la retrouver. C'est la première de la première playlist sur la chaîne. Elle s'appelle L'IA menace le cinéma. Et Greg vous expliquait de toutes les différentes manières dans le processus de création d'un film, en quoi l'IA était une véritable menace pour le ciné. Donc je vous invite à aller la regarder après cette vidéo si vous avez envie de creuser sur le sujet. Moi, mon cher Greg, je vais te parler d'un truc qui n'est pas du tout faux. Puisque nous partons à Westeros, donc il n'y a rien de plus vrai que Westeros, pour vous parler du spin-off Dunk and Egg, donc l'adaptation des aventures de Dunk et l'œuf, le chevalier errant notamment, écrit par Greux Martin, comme on aime l'appeler, et c'est paru en 98. C'est 3 nouvelles en fait de Martin qui sont adaptées en série télé, et on a l'annonce du casting. On a Peter Claffey qui va jouer Dunk, et donc c'est un jeune garçon, un Dexter Saul Ansel, qui va jouer l'œuf, donc Egg. Dans ce spin-off, Peter Claffey, ne cherchez pas, hein, si vous l'avez déjà vu dans plein de trucs, ça n'est pas le cas. C'est vraiment son premier très gros rôle. Il était apparu dans la série Bad Sisters sur Apple TV+, qui était vraiment une chouette série, mais il avait un petit rôle. Donc là, il va faire son saut dans le grand bain et dans l'univers donc de Goth. Sachez également qu'à l'occasion de cette annonce de casting, une information est tombée. L'objectif de HBO, c'est de sortir une série, une saison de Game of Thrones, de l'univers Game of Thrones, du Game of Thrones Universe, chaque année. Donc alterné entre House of the Dragon, alterné entre le The Seven Kingdoms, The Edge Knight, donc qui est le nom officiel de l'adaptation du Chevalier errant Dunk et Egg, et aussi des autres séries qui sont en développement. On avait parlé d'un spin-off qui était un projet sur l'invasion d'Aegon Ier donc à Westeros, mais aussi bien évidemment ce qui a l'air d'être un peu une arlésienne, c'est le spin-off sur Jon Snow. Donc voilà, du GOT chaque année. Moi j'ai envie de dire tant mieux. Ça t'emballe ou pas, mon cher Greg, ça ? C'est comme toujours en fait. Si c'est bien, évidemment que oui. Si c'est bien, évidemment de fou, j'ai envie de te dire. La question, c'est que parfois, empressement n'est pas forcément égal à la qualité. C'est ça la problématique. Mais au final, on se disait, est-ce que c'est House of the Dragon ? Est-ce que c'est vraiment pas un projet de commande ? Et la réponse est oui, c'est un projet de commande, c'est complètement commandé. Ils ont voulu un nouveau GOT, ils sont payés un nouveau GOT. Martin a délaissé
les bouquins pour arriver là-dessus. Et c'est un projet de commande et au final, c'est super quali. Je ferai juste remarquer que c'est pas la première fois qu'on l'entend. Il y a plusieurs années, à la fin de GOT, ils avaient déjà annoncé on a des spin-offs. Attendez, on avait à un moment, il y avait, je sais plus, au plus fort, il y avait quoi? Il y avait 5 ou 6 projets qui étaient en développement. Il y en a un qui a eu un pilote qui a été annulé avec Naomi Watts. Donc voilà. Donc au final, c'est pas la première fois qu'on l'entend, mais c'est la fois où j'y crois le plus parce que c'est la fois où Warner Discovery a le plus besoin de thunes. Donc, qu'ils aient envie que du coup GOT tourne, ça pour le coup, je veux bien y croire. Et il y a une année de sortie pour Le Chevalier Errant, c'est 2025, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Ça peut être repoussé, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on a casting et potentiel, date de sortie, mon cher Greg. À toi. Et bien du coup, je vais enchaîner par des petites news. Première petite news, mais qui je pense va faire plaisir à tout le monde, y compris à moi, parce que j'ai pas encore vu la vidéo, mais ça me fait très plaisir de savoir qu'elle existe. C'est un court métrage dans l'univers de Into the Spider-Verse qui vient de sortir, qui est disponible gratuitement sur YouTube. The Spider Within, donc l'araignée à l'intérieur de toi-même, je suppose, eh bien, vient d'être disponible la semaine où on enregistre. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, j'ai hâte de finir la vidéo pour aller regarder Spider-Verse into the Spider Within. Deuxième information qui va sans doute attrister énormément Kerr. Il y a du coup l'acteur donc de Génération V, Chance Perdomo, qui jouait donc Ambrose Spellman, qui est décédé à l'âge de 27 ans. Voilà, donc, c'était André dans Jean V, ouais. Ouais, donc voilà. Donc il ne sera sans doute pas dans la saison 2. Sauf s'il y a vraiment une grosse demande du public pendant que Kerr rigole, ce qui est vraiment malsain. C'est horrible. Et pourquoi tu dis que ça va énormément m'attrister? Bon, ça m'a attristé, bien évidemment. Il est donc quelqu'un meurt, t'en as rien à foutre? Non, pas du tout, mais arrête. Mais par contre, j'ai pas plus aimé Jean V que toi. Ok, donc quelqu'un meurt, Kerr s'en fiche, très bien. Non, pas du tout. Mais du coup, news suivante. J'ai essayé de sauver Kerr de ce malaise, cet instant malaise. C'est une annonce surprise. Il va y avoir une série d'animation qui va sortir donc le 4 mai, May the 4th, donc qui se traduirait mais la force, que la force soit. Et donc c'est du coup le jour de Star Wars aux US et donc partout dans le monde. Et donc il y a eu cette annonce que le 4 mai il y allait avoir. Alors ça s'appelle Tales of the Empire et en fait c'est fait pour faire écho à Tales of the Jedi qui racontait donc des histoires sur le passé des Jedi ou en tout cas mettre en lumière des moments des Jedi. Particulièrement c'était des moments sur la vie d'Ahsoka et là du coup on va suivre la montée de 2 guerriers, la sœur de la nuit Morgan Elsbeth et l'ancienne Jedi Barriss Offee. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je n'en sais rien. Et ça va être dans l'univers de l'Empire Galactique, bien évidemment. Je te laisse pour tes news suivantes, mon cher Kerr. Ouais, c'est intéressant, je trouve, de retrouver Morgan Elsbeth dans cet anime. Et l'ex-Jedi, tu l'as vu dans The Clone Wars, mon cher Greg. Voilà. Moi, je vais te parler un peu de Marvel là, avec des petites infos pour vous dire que Julia Garner, qui a été acclamée pour son rôle dans Ozark, a été castée pour le film Fantastic Four. Elle jouera une version féminine du Silver Surfer, donc version féminine qu'on a déjà vu dans les comics notamment. Donc là, ça s'ajoute à un casting qui était déjà très réussi. Donc Julia Garner, excellente actrice, qui arrive dans les 4 Fantastiques. Et du coup, mon cher Kerr, eh bien, c'est effectivement ce qu'on entend beaucoup sur Internet, la surfeur d'argent féminine. Mais non, c'est la femme du surfeur d'argent, c'est Shala Bal qu'interprétera Julia Garner. Ce qui sous-entend
qu'on pourra voir le surfeur d'argent auquel on est plus habitué, du coup, à l'image et à l'écran dans un certain temps. Voilà, donc alors après, je pense qu'ils ont joué sur les mots lors de l'annonce, mais c'est effectivement son love interest et dans quelques comics, sa femme, que Julia Garner va jouer. Voilà, ou alors, j'ai envie de dire, puisque Marvel, tout est simple, et du coup, peut-être que ce sera la version d'un univers qui est comme ça et qui rencontrera la version d'un autre univers qui sera le surfeur. Donc, en tout cas, Loki là, c'est étant bien un effectivement crocodile. Chalabal qui va être interprété par cette actrice. Il y a un truc qui m'a étonné, c'est une interview d'Anthony Mackie qui joue donc le Faucon, le nouveau Captain America, dans le prochain film. Il a dit, il avait l'air assez contrarié par le tournage du film et il a expliqué que un des éléments qui faisait que ça l'embêtait de tourner, enfin. Bien évidemment, il l'a pas dit comme ça, mais en gros, on comprend que ce qui l'embête dans le fait de tourner ce film, c'est qu'il n'y a pas Daniel Brühl et Sebastian Stan dans le film. Et donc, on comprend que le Baron Zemo ne sera pas présent dans le prochain Captain America, mais surtout qu'il n'y aura pas Bucky Barnes dans le prochain Captain America. Et ça, c'est une vraie surprise quand on voit la relation qu'ils avaient développée. La bromance entre Bucky et donc le Faucon dans notamment la série Falcon and the Winter Soldier. Littéralement, il y avait le Winter Soldier en nom de la série. Et il ne sera pas là. Et Sebastian Stan a l'air, mon cher Greg, de s'éloigner un petit peu de Marvel. Ça n'est pas très clairement dit. Mais par exemple, il y a le tournage actuellement de Thunderbolt. Et figure-toi qu'il y a une scène qui a été tournée où il y a eu des photos mises en ligne. Il y a une vidéo qui a été faite par Madame Pugh. Par Florence Pugh, tout à fait. Et justement, dans cette scène-là, qui serait la scène où il découvre Sentry, il n'y a pas déjà Sebastian Stan. Et une des infos une des rumeurs qui est en train de circuler, c'est que Sebastian Stan apparaîtrait dans Thunderbolt, mais il aurait un tout petit rôle. Donc c'est plutôt étonnant parce que on aurait pu penser qu'ils allaient essayer de construire, ça allait être un des personnages autour duquel ils allaient construire, mais ça n'est pas le cas. Et je reste sur Marvel pour vous dire qu'il y a X-Men 97 qui est actuellement en diffusion sur Disney+, et qui a quand même obtenu de la part de la presse sur ces 2 premiers épisodes 100% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, mais étonnamment elle fait assez peu de bruit, cette saison de X-Men 97. Alors, tu pourras en dire un mot, hein, mon cher Greg. Moi, j'ai commencé, les 2 premiers épisodes étaient très cool. Et donc, voilà. Et alors, autre série, puisque là, je fais un point sur les séries. Aujourd'hui, c'est terminé donc la saison 2 de Invincible. Donc, Robert Kirkman, du coup, qui fait tout le SAV de le créateur d'Invincible, qui fait tout le SAV autour de la série, notamment parler de la saison 3 qui voulait qu'elle soit folle, etc. Et il y a un caméo avec Fortnite qui apparaît dans le dernier épisode de la saison. Alors, je ne vous dirai pas comment parce que je ne l'ai pas vu. Toujours est-il que beaucoup se demandaient si c'était un caméo fortuit ou pas. Pas du tout. C'est une collab avec Epic Games. Donc il y a eu un chèque contre ça. Et alors là, pareil, mon cher Greg, tu avais remarqué dans une des précédentes vidéos news qu'il y avait une grosse pub, pas du tout, une grosse pause dans la diffusion de la saison 2 d'Invincible, qui est une pause qui avait été visiblement voulue pour laisser passer les fêtes, mais on a eu une pause de plusieurs mois quand même dans cette diffusion. Et depuis la reprise d'Invincible saison 2 partie 2, plus personne n'en parle, au point où j'ai vu passer plusieurs tweets de personnes qui se marraient en disant « Regardez, ça y est, tout le monde a oublié qu'Invincible existe ». C'est un peu dommage parce que la première saison était quand même hyper stylée. Donc voilà. Voilà mon cher Greg. À tout temps, penses quoi toi de X-Men 97 ? Écoute, X-Men 97, je le trouve chouette. Je le trouve un peu lent. En fait, t'as l'impression qu'ils ont gardé le même rythme qu'en 97, sauf qu'on est habitué à du contenu plus rapide. L'animation est pas forcément... En fait, le truc, c'est que c'est cool de rester fidèle au passé, mais tu vois, en fait, quand il y a Final Fantasy VII à l'époque, c'est super chouette. Là, je compare avec les jeux vidéo. C'est super à l'époque, mais quand tu joues à Final Fantasy VII Cash aujourd'hui,
il y a vraiment un look rétro qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc du coup, ils te font remake, rebirth, etc. Et ils te donnent un polish pour magnifier l'œuvre, l'essence de l'œuvre de FF7 de l'époque, mais avec le look et du coup, ce qui pourrait donner envie à un spectateur d'aujourd'hui. Là, j'ai vraiment l'impression d'un truc. C'est très marrant parce que cette série, j'ai l'impression qu'elle s'adresse à 50 personnes. Donc c'est les gens qui ont kiffé 97. Moi, je me suis revu les derniers épisodes de 90, enfin de la première version de les premières saisons de X-Men pour du coup faire une transition là. C'est une transition parfaite, c'est une suite parfaite dans ce qui s'y passe. Ils vont sur les trucs les plus compliqués. Le fils de Cyclope, par exemple, c'est dans les comics, c'est un beau bordel et là ils vont dessus. Enfin, moi je trouve ça très chouette de regarder. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va pas être beaucoup à partager ce plaisir et c'est pas une série que je peux recommander particulièrement si tu n'as pas regardé la première série des X-Men ou si tu es pas vraiment fan des comics, voilà. Mais si tu aimes bien les films, et que tu connais rien au reste, c'est pas forcément pour toi, je pense. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans les 2 premiers épisodes, c'est de retrouver des X-Men que on ne voyait pas dans les films, comme Jubilé ou Morph par exemple, ou qui n'avaient pas de rôle majeur dans les films. Donc ça, c'était cool. Juste, tu parles de Jubilé, c'est un des points qu'ils ont un peu changé. Jubilé, à la fin de la première série des X-Men, avait passé son diplôme, comme c'est Graduation Day, le nom de l'épisode, et elle devient enfin une vraie X-Men plus âgée et tout. Et là, ils ont refait une X-Men ado. Bon, ça c'est le truc un petit peu bizarre, mais oui, effectivement, il y a plus d'X-Men, même Cyclope. Hein. Ouais, Gambit est un ado. Il y a Sunspot qui est là. Gambit, c'est et pas un c'est ado. chouette parce que c'est des X-Men qu'on voit pas trop, quoi. Ouais, donc en fidèle, c'est assez cool. Peut-être des X-Men qui sont introduits pour qu'on les revoie plus tard, qui sait. Mais c'est sympa de revoir les différents X-Men avec leurs costumes de l'époque et tout. Et c'est marrant parce que à l'époque de la série X-Men, j'aimais beaucoup donc tous les personnages et entre autres Cyclope, parce que du coup tu pouvais le jouer dans certains jeux vidéo et tout de l'époque. Et en fait il y a eu je crois que c'est un comics ou 2 comics où il fait des abus domestiques sur Jean Grey. Et du coup, depuis que j'ai vu ça, je suis toujours mais complètement refroidi sur le personnage de Cyclope. Je me dis ouais, mais en fait c'est un con. Et du coup, c'est marrant parce que j'arrive pas à me retirer ces quelques cases de la tête quand je le vois maintenant. Bah, puisque tu parles de Cyclope, quand moi j'étais gamin, Cyclope c'était vraiment le chef des X-Men, avec à côté Wolverine en mode, enfin le chef des X-Men sur le terrain, bien évidemment, et avec Wolverine sur le côté en rebelle qui veut jamais lui obéir. Et il y avait cette relation un peu de jalousie vis-à-vis de Jean Grey. Et c'est marrant parce qu'on le retrouvait pas vraiment dans les films même de Bryan Singer. Je trouve que Cyclope était très effacé. Peut-être parce que l'acteur était pas assez charismatique. Et puis il était jeune à l'époque. Hein. Mais là, on retrouve un vrai Cyclope leader d'équipe. Comme quand j'étais gamin, donc avec le Wolverine qui est ingérable, etc. C'est un retour dans le passé, en effet, comme tu le disais. À toi, mon cher Greg, pour une petite news. Jean-Michel, à toi. Hein. Tu choisis. Du coup, l'autre grosse news de la semaine, c'était évidemment le combat de proxy entre du coup Bob Iger et Nelson Peltz. Et du coup, à savoir Nelson Peltz qui voulait, avec un ancien CFO de Disney, qui voulait reprendre la place de Bob Iger et de virer une grande partie de ses équipes. On rappelle que il y a eu une espèce de campagne de propagande sur le fait que c'était pour ramener la magie
chez Disney. Ça, c'est ce que Nelson Peltz disait. Dans les faits, Nelson Peltz, ce qu'il voulait, c'était surtout les demandes qui étaient très concrètes, c'était de faire remonter la rentabilité, étudier très directement le remplacement et l'utilisation de gens, l'utilisation d'IA pour potentiellement remplacer des gens. Donc c'était pas du tout un combat, il faut faire attention à ce qu'on peut dire sur Internet, c'était pas du tout un combat des gens qui voulaient réinstaurer l'ancien Disney versus l'actuel. C'était juste des gens qui voulaient gagner des sous d'une certaine manière et des gens qui voulaient gagner d'une autre. Et la finalité, c'est que Nelson Peltz a perdu, mais alors il a perdu à la façon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai lu dans un article que 97% des voix étaient contre lui, quoi. Ou a été plus précisément pour Bob Iger. Et les personnes que Bob Iger représentait. Donc, évidemment, il a perdu. Et là, c'est vraiment la défaite totale. Est-ce qu'il a demandé à recompter les bulletins ? Non, il a dit qu'il espérait que du coup les propositions que fait Bob Iger, donc les propositions financières, attention, soient tenues, parce que si c'était le cas, et du coup il serait très content de voir comment ça se passe. Donc il est un peu perdant, mais en même temps, en fait, si Bob Iger regagne de l'argent, lui c'était son but, hein. Donc en fait il sera pas forcément aussi perdant que ce qu'on peut penser. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi ? Parce que, il y a des millionnaires, milliardaires qui se combattent. Qu'est-ce que ça fait pour nous ? Concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que... tu sais, mon cher Greg, s'ils le font en Jaeger, par exemple, ça peut être super stylé. Là, on peut voir les Jaeger qui se battent avec des milliardaires dedans. Ça peut être cool. Mais sinon, oui, en effet, dis-nous tout. Et du coup, j'ai les yeux qui brillent de fatigue, c'est incroyable, quoi. J'ai eu une bonne semaine de grippe, les copains. Et donc, du coup, Nelson Peltz, Bob Iger, du coup, crochet du droit, uppercut du gauche. Nelson Peltz est sur le carreau. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement que Bob Iger et son équipe ont promis une rentabilité incroyable. Alors, ils ont fait les petits, le petit coup du ninja, là, comme ça, là. Il y a quelqu'un qui avait demandé rien à personne. Et comme dans Le Roi Lion, tu te souviens quand Rafiki fait PAH, et t'as Bob Chapek, donc l'ancien président de Disney. Il s'en est pris une comme ça, parce que Bob Iger a dit ouais, mais c'est bon, parce que là, ça y est, ça va être rentable. On a arrêté de gérer les trucs de Bob Chapek. Donc là, paf, il s'en est pris plein la gueule. On rappelle que Bob Chapek gérait les projets de Bob Iger, donc c'est ça qui est pas mal. Et sur quoi est-ce qu'ils annoncent la rentabilité ? Évidemment, les projets qui arrivent sont les meilleurs. Une rentabilité des studios, des parcs toujours record. Donc vraiment les parcs Disneyland qui sont une cash machine intersidérale pour Disney. C'est marrant parce que, en fait, moi, avant, quand j'étais petit, Disneyland, c'était c'était l'endroit des rêves. Tu vois, t'y allais, tu rencontrais les personnages, tu faisais du Space Mountain. Moi, quand je voyais, les parcs d'attractions, je voyais les attractions, quoi. Et quand tu vois ces rapports de Disney sur les parcs, en fait, c'est un moyen de faire un échange simple. Les gens rentrent pour donner leur argent à Disney, et Disney trie les billets et les met dans leur banque. C'est pas du tout la même vision de l'un et de l'autre. C'est parce que tout le monde se retrouve main dans la main à Disney, il y en a un qui prend le billet et l'autre qui va dans l'attraction, que tout le monde est content. Mais il faut vraiment avoir conscience que les parcs d'attraction, c'est la cash machine. C'est ce qu'ils vont essayer de protéger au plus. Donc les personnages, les choses sur lesquelles il y a des attractions qui sont ouvertes, à mon avis, sont safe et protégés de dingue. Le truc à savoir, c'est que je pense très fortement que ça veut dire qu'il y a potentiellement dans les couloirs des compromis, évidemment, qui ont été faits, mais je ne serais pas surpris qu'on entende parler d'un nouveau plan de redressement de Disney d'ici la fin d'année. Et je ne serais pas non plus surpris que sur, encore une fois, les zones où il n'y a pas eu des syndicats qui ont fait des deals, l'IA soit utilisée massivement. C'était un gros point de Peltz.
Donc voilà, donc le combat. Et alors il y a des analystes, pour clôturer, il y a des analystes qui du coup donnaient Disney plus fort, plus stable, etc. Donc l'action est remontée, donc ça a donné un peu raison à Bob Iger. Et à côté de ça, du coup, il y a d'autres personnes qui disent que il y a du sang dans la mer et que potentiellement ça allait appeler d'autres guerres internes et de conflits d'actionnaires avec Bob Iger et Disney rapidement. Et donc il fallait prouver et délivrer. Donc là, la grande question, c'est est-ce que les futurs films Marvel, les futurs films Pixar, Disney, vont délivrer ou pas? Est-ce que les trimestres vont être rentables? Est-ce que Disney Plus va amener du lourd? En tout cas, là, les gens chez Disney, leur but, c'est de ramener des brousoufs. Donc espérons que ce soit via de la qualité. Voilà. On peut imaginer que s'il y a un film qui est moyen et qui doit sortir ou coûter plus d'argent, ils choisiront de le sortir tout de suite. C'est ça le compromis un peu perdant qu'on risque d'avoir au cinéma. Voilà mon cher Kerr pour ce point beaucoup trop long. Je suis désolé, j'ai pris mon temps. Non, c'était parfait. Et je vais rebondir dessus pour vous dire que du coup, il y a déjà des conséquences pour nous, autres que ce que tu as dit, mon cher Greg. Disney a annulé la série Meurtre et autres complications avec Mandy Patinkin et Violette Bean. Il y avait eu une première saison, elle n'a pas marché en termes d'audience, les critiques étaient moyennes, la série dégage. Et alors, Bob Iger, dans une des précédentes vidéos, on avait dit, il avait fait des annonces, d'ailleurs c'était dans la vidéo spéciale sur ces annonces, il avait dit, pour ce qui est de la track, du partage de mots de passe, vous inquiétez pas, on laisse ça de côté, on s'en occupera en 2025. Mais en fait, Bob Iger n'avait pas précisé qu'il n'avait pas le même calendrier que nous. Et pour lui, 2025 commence dès juin 2024, puisqu'il vient d'annoncer qu'ils allaient mettre en place dans plusieurs marchés, alors on ne sait pas encore si ça concerne la France, mais des sanctions donc pour ceux qui continuent de partager leur mot de passe Disney+. On précise que ces sanctions, c'est quoi? C'est tout simplement, ils peuvent vous couper votre compte Disney+. Donc voilà, si vous partagez votre compte, faites attention, c'est pas bien, c'est pas dans les règles d'utilisation de Disney+. Et il y a eu des annonces aussi dans la foulée sur des sorties. Sachez que le film donc Vaiana en version live, donc Moana avec Dwayne Johnson, a été repoussé d'une année. Il devait sortir en 2025, il sortira en 2026. Le film Mandalorian and Grogu a une date précise, il sortira le 22 mai 2026. Plutôt en 2025, en octobre, on aura eu le nouveau film Throne, qui s'appelle Throne Heiress, avec Jared Leto dans le rôle principal, Evan Peters, Greta Lee, qu'on a vu récemment dans Past Lives. Elle était extraordinaire dans ce film que je vous conseille chaudement, mais aussi c'est une actrice qu'on voit actuellement dans la série The Morning Show. Il y a Jodie Turner-Smith aussi, Gillian Anderson et Cameron Monaghan, de Shameless, mais aussi des jeux vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Sachez aussi que Toy Story 5 sortira lui en juin 2026. Voilà pour ce qui est des sorties de chez Marvel. Et si tu permets une news, mon cher Greg, j'aimerais vous dire que alors, ça a été officiel, ça a été confirmé officiellement, Scarlett Johansson est bien en discussion pour avoir le rôle principal du nouveau Jurassic World. Réalisé par Gareth Edwards. Apparemment, il y avait Jennifer Lawrence aussi qui était sur le truc. Il y a eu beaucoup de news autour de la saison 3 d'Euphoria. On va donc je vais faire rapidement un petit point. On avait dit dans une des précédentes vidéos news que le tournage devait commencer sous peu, puisque c'était en mai, et il a été en fait repoussé. Alors il y a eu du coup plein de rumeurs d'annulation d'Euphoria, il n'en est rien. HBO a promis, croix de bois, croix de fer, qu'il y aurait bien de nouveaux épisodes. Barry Levinson, le créateur, a dit qu'il voulait une saison 3 complètement dingue, d'une qualité inouïe, mais ceci étant dit, comme le tournage a été repoussé, ils ont libéré les acteurs, etc. Alors il y a du coup il y a eu plein d'articles et notamment de la presse américaine la plus sérieuse qui a creusé un peu la question, et en fait on s'est rendu compte que le scénario n'était pas totalement prêt pour le tournage. C'est d'abord Zendaya qui a alarmé le créateur en disant que
peu après la grève des scénaristes que le scénario n'était pas à la hauteur de la série. Et ils ont en plus perdu l'acteur qui jouait Falco et ça a énormément impacté la série et le cast. Je pense qu'ils veulent une saison 3 absolument folle. Il faut qu'ils se dépêchent quand même parce que dans cette série, il y a quand même 2 actrices qui sont ultra demandées à Hollywood et qui vont avoir un planning ultra chargé. C'est bien évidemment Zendaya et Sydney Sweeney. Mais ça n'est pas les seuls puisque Jacob Elordi également enchaîne les projets. C'est le cas aussi de Hunter Schafer, Moda Pato aussi. Et l'acteur qui est décédé, qui jouait Falco, c'est bien évidemment Angus Cloud, qui jouait Falco, pas du tout, Fesco, pardon. On a un casting qui est très très demandé à Hollywood autour d'Euphoria, mais on peut imaginer que la saison 3 va arriver. Si vous n'avez jamais vu Euphoria ou si vous avez des préjugés sur cette série, je vous conseille vraiment de sauter dessus. Décidément, j'ai du mal. C'est un bijou, vraiment. Et Zendaya y est exceptionnelle. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent que Zendaya n'a aucune expression, qu'elle joue toujours de la même manière. Parce que quand on a vu Euphoria, on peut pas dire ça, quoi. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, ma news suivante, c'est pour The Acolyte, qui est une série que certains attendent énormément, et il y a des nouvelles images qui sont apparues dans Empire, donc le magazine papier aux États-Unis. Ça fait la couve, ça fait quelques pages. Il n'y a pas des milliers de photos, soyons clairs, mais il y en a des chouettes. Et on peut voir donc un peu plus précisément certains des nouveaux Jedi ou Padawan, et notamment on voit des nouvelles images de Carrie-Anne Moss, et Carrie-Anne Moss a pu parler un petit peu, réagir sur du coup son rôle, et également l'équipe qui a dirigé la production. Et visiblement en fait il voulait quelqu'un qui soit capable d'avoir un petit peu le poids, le charisme de Trinity. Et du coup, ils sont allés recruter Carrie-Anne Moss qui joue Trinity en fait, dans Matrix. Donc ils ont été droit au but. Hein. On peut pas le reprocher. Et pourquoi donc il nous parlait de Trinity? Parce qu'il voulait d'une Jedi capable de faire du Jedi fou. Et qu'est-ce qu'ils appellent le Jedi fou? C'est de faire des combats à main nue de Jedi où ils vont faire du force fou, donc c'est-à-dire se pousser en disant oh. J'ai vraiment hâte et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas se louper, parce que sur le papier ça peut être un peu bancal, j'ai envie de dire. On verra. Et puis Carrie-Anne Moss n'a pas forcément l'âge qu'elle avait quand elle avait l'entraînement pour faire Matrix, mais... Oui. Ça a 25 ans, Matrix. Mon cher Greg, c'est la 2e déclaration de la créatrice de la série, donc celle qui a fait les poupées russes, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui m'inquiète un peu parce que la dernière fois, on avait déjà dit qu'elle avait choisi Daphne Keane parce qu'elle voulait avoir X-23 en Jedi. Là, elle a choisi Carrie-Anne Moss parce qu'elle voulait Trinity en Jedi. Enfin, c'est assez inquiétant. Et puisque tu parles de Matrix, mon cher Greg, sache qu'ils ont annoncé le développement d'un nouveau film Matrix. Et oui, Matrix 5, qui va donc succéder à Matrix Resurrection, qui était sorti en 2021. Cette fois, ce ne sont plus les sœurs Wachowski qui sont aux commandes du film. C'est Lana qui avait, de mémoire, qui avait réalisé le précédent et qui sera productrice exécutive du prochain film. Le réalisateur, c'est Drew Goddard. Tu sais que j'ai complètement oublié que j'avais vu la suite de Matrix. Ce film est vraiment est tellement médiocre que je l'ai juste oublié. C'est fou. Moi, je l'avais pas trouvé si médiocre que ça. On en avait fait une critique qui était d'ailleurs très intéressante que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ouais, c'est pas notre meilleure critique, soyons honnêtes. Oh, elle était bien. On l'avait fait pendant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, j'espère que c'est du troll, et à chaque fois tu me dis que non. Alors je disais, c'est Drew Goddard qui va réaliser le film. Mon cher Greg, c'est le créateur de Daredevil, et il est surtout connu pour être scénariste. Donc alors vous allez me dire, Daredevil c'est bien aussi, je vais vous calmer tout de suite, c'est aussi le créateur de The Defenders. Vous voyez, il est capable de souffler le chaud et le très froid. Donc voilà, rien de très emballant, mais on reparlera, mon cher Greg, je pense, de Matrix, parce qu'il y a des choses à dire. Et on rappelle qu'il y avait une sortie très très particulière pour Matrix, le dernier en date, en 2021, puisqu'en fait c'était dans le contexte où la Warner avait décidé, à cause de la pandémie du Covid, de sortir ses films simultanément au cinéma et sur HBO Max. Il y avait eu une promo qui avait pas du tout fonctionné. Il y avait
aucune hype, étonnamment, sur le film. Et il était sorti au cinéma aux États-Unis en plein pendant les fêtes de Noël. Très mauvais timing. Et du coup, il avait connu un énorme échec financier dans cette année 2021 qui avait été, il faut bien le dire, très difficile pour le cinéma, même si on avait l'OVNI Spider-Man No Way Home qui avait cartonné cette année-là. Voilà, moi j'ai terminé mon chagrin, je te laisse conclure. Est-ce que je me permets d'ajouter vite fait des informations sur ce Matrix, ou en tout cas des rumeurs sur ce Matrix. Il y a pas mal de journalistes aux États-Unis qui disent que il faut s'attendre à potentiellement un Matrix cinématique universe si le film devait être un carton. Que du coup il fallait s'attendre à une série Max originale. Ce ne sont que des lointaines rumeurs, hein. Même les journalistes disaient eux-mêmes qu'il y avait pas loin de... Enfin, il y avait même pas un travail de pré-scénario sur une série ou sur d'autres adaptations. Mais que le but de ce relaunch, c'est ça. Et c'est vrai que quand on est fan de Matrix et que déjà on se dit mais le 1 tout seul ça aurait été trop bien, qu'il n'y ait pas le 2 et 3, c'est vrai que de voir le 2 et 3 qui arrivent, puis de voir le 4 et de voir une annonce de... C'est vrai que cet univers était très chouette, mais c'est vraiment tellement dommage qu'il ne soit pas resté un seul film extrêmement culte. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, mes deux petites dernières news, mon cher Kerr. La première, c'est qu'il y a des images que vous pouvez voir actuellement qui sont les images du tournage de Daredevil. Et on voit quoi? On voit que il est en rouge, il n'est pas en couleur moutarde. Donc on est revenu sur le Daredevil Netflix. Et Donc c'est aussi... pas à Dijon, quoi. Pardon? C'est pas à Dijon, quoi, l'action. C'est ça. Et cette blague elle est pas passée crème, je te le dis. Elle t'a piqué au nez? Ouais. Elle était un peu trop fouettée, quoi. Donc du coup, on y retourne. Donc on voit John Bertal en Punisher. Ça m'aura appris des choses, tout ça. C'est recherché. Est-ce que c'est bien? Je vous laisse le choix, quoi. Mais... Et du coup, ma deuxième news, c'est que les studios n'en peuvent plus d'avoir des demandes de syndication. Alors, je ne sais pas si c'est le terme syndication qui est le bon, mais du coup, AMC, ça y est, il y a pas mal de gens qui demandent à avoir du coup leur propre syndicat. Il y a les personnes qui font de l'animation. Alors, on en parlait chez DreamWorks, par exemple. En fait, ils ont entendu leur patron. Donc, du coup, discussion d'être syndiqués. Et c'est également le cas chez Universal City, les travailleurs de chez AMC qui continuent et qui ont voté cette semaine pour leur syndication. Donc j'espère vraiment que ce terme est le bon parce que sinon ça fait plusieurs fois que je me trompe. Donc voilà, c'est Petri contre Petri. Quoi Julie Petri? Eh ben moi je dis contre Petri. Je te laisse le mot de la fin, mon cher K. Eh ben ça sera Julie Petri. Parce qu'on l'a jamais dit, Julie Petri, on l'a jamais cité dans Cult and Click, et ceux qui n'ont pas 70 ans ne savent pas de qui on parle. On vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. N'hésitez pas à balancer un petit commentaire, à vous abonner, à appuyer sur la cloche, à faire le poirier aussi si vous voulez, 10 pompes, et à aller prendre une douche. À la prochaine. Mais moi je sais pas pourquoi il rigole. Des bisous.